Professeur à HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme. Vous êtes aussi l'un des co-auteurs du 6e rapport du GIEC, le groupe des experts sur le climat. On l'a donc appris hier. Je leur donne ce chiffre qui donne un peu le tournis. 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros de bénéfices nets pour Total en 2023. Est-ce qu'il faut se réjouir ou est-ce qu'il faut se désoler? Je dirais qu'il y a une certaine ironie à constater qu'effectivement, Total aligne pour la 3e année consécutive un record de bénéfices qui sont exactement alignés avec les records de température. Et on sait que ces bénéfices, eh bien, ils viennent quand même largement du commerce des hydrocarbures, en l'occurrence cette année du commerce du gaz naturel liquéfié. Alors, sur la question, est-ce qu'il faut taxer? Je pense que Total doit évidemment payer un impôt juste à la hauteur des bénéfices réalisés, mais je ne suis pas favorable à ce qu'on aille taxer une entreprise dès qu'elle fait des gros bénéfices. Je pense au contraire que ces gros bénéfices, c'est une responsabilité pour l'entreprise. Et dans le cas de Total Énergie, c'est une responsabilité de les investir dans les énergies décarbonées. J'ai envie de dire qu'il y a une occasion, une opportunité pour effectivement essayer d'aller potentiellement doubler les investissements dans les énergies décarbonées. Aujourd'hui, ces investissements, ils représentent à peu près 5 milliards d'euros pour Total. C'est légèrement au-dessus des investissements dans les secteurs pétroliers et gaziers qui sont autour de 4 milliards et demi. Mais là, on a l'occasion de donner un formidable coup d'accélérateur. Et donc, moi, j'espère que ces bénéfices seront réinvestis. Ils se sont engagés à investir un tiers des bénéfices dans le renouvelable. Un tiers, c'est pas suffisant pour vous? C'est pas mal, ça veut dire qu'on irait autour de 7 milliards d'euros, on passerait de 5 à 7 milliards. J'ai envie de dire, s'ils pouvaient aller jusqu'à 10 milliards d'euros, il me semble que là, on aurait vraiment quelque chose de significatif. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ces bénéfices sont aussi investis dans la décarbonation du mix énergétique des pays du Sud. On sait que Total Energy est notamment très présent en Afrique, c'est le principal sponsor de la Coupe d'Afrique des Nations dont on vient de parler. Si Total Energy, plutôt que d'investir dans des projets d'hydrocarbures comme ICOP, pouvait investir véritablement sur la transformation énergétique du continent africain, là, je crois qu'on fera un très grand pas. Ils ont une responsabilité pour vous. Là, je pense que c'est une grande responsabilité. C'est la responsabilité de toutes les multinationales, c'est d'agir peut-être au-delà des frontières d'un État, c'est de dépasser la contrainte qui est imposée au gouvernement. François Gémen, est-ce que ce ne serait pas leur intérêt aussi à eux, puisque finalement on sait que bon, les hydrocarbures, outre la question de la pollution, sont finissables et donc à un moment ou à un autre, eux-mêmes n'auront plus ce rendement-là. Est-ce que c'est pas leur intérêt? Est-ce que vous dites pas à Total, si j'étais vous, je le ferais, quoi? C'est dans l'intérêt de l'entreprise, très clairement, et les signaux qui sont adressés par la COP28 sur la transition hors des énergies fossiles vont exactement dans ce sens. C'est aussi le calcul qu'ils ont fait eux-mêmes quand ils ont transformé Total en Total Énergie, quand ils sont allés dans une stratégie de diversification énergétique. C'est à mon sens une bonne stratégie. Le problème, c'est que pour le moment, les actes, les investissements ne sont pas encore à la hauteur de la promesse, notamment parce que les investissements dans les secteurs pétroliers et gaziers restent trop importants. Le problème, c'est pas tellement qu'ils investissent dans les renouvelables, et ils font beaucoup d'investissements dans les renouvelables, il faut pouvoir le dire, mais le problème, c'est qu'ils continuent à faire beaucoup d'investissements dans les énergies fossiles, et ça, il va falloir que ces investissements cessent. Donc il y a la question de l'investissement, et puis il y a la question aussi du prix à la pompe, et il y a Nicolas qui nous appelle au 32-16 depuis la Nièvre. Bonjour Nicolas. Bonjour Apolline. Nicolas, vous êtes à Dessives dans la Nièvre, enfin d'ailleurs vous êtes peut-être sur les routes, vous êtes chauffeur routier me semble-t-il, hein? Oui, c'est ça. Nicolas, vous êtes où au moment où on se parle? Là, je suis pas très loin, je suis à Moulins. D'accord, vous venez de partir, vous êtes encore dans l'Allier. Nicolas, Je reviens. sur le prix à la pompe, sur le prix à la pompe, est-ce que vous estimez que Total devrait faire un geste? Non, moi, je suis désolé, hein, je regarde, mais quand je paye 80 euros un plein, j'en donne que 32 à Total. Hein. Il y a 48 euros qui vont dans la poche de l'État. Hein. Et tout ça pour voir quoi? Des éoliennes qui sont à l'arrêt, pour voir sur l'aire aux alentours de Brive. Il y a 6 pompes, il y a 6 recharges électriques. Sur une super grande station aire de repos, il n'y a que 6 bornes de rechargement. Alors, les 60%, normalement, c'est fait pour ça aussi. Hein. les 60% de taxes, hein, vous pensez évidemment aux taxes, et donc vous estimez que c'est à l'État plus qu'à Total de réinvestir. Mais enfin, ça pourrait être aussi Total qui finance ces pompes. Ils le font à hauteur de 1/3. Vous êtes plus indulgent, Nicolas, et c'est très intéressant. Et vous êtes d'ailleurs nombreux depuis ce matin, il faut le dire. C'est aussi l'état d'esprit ce matin. Vous êtes tous des bosseurs qui vous dites, au fond, le fait qu'une entreprise fasse des profits, tant mieux. L'État, en revanche, vous avez plus de mal à l'accepter. Nicolas, vous êtes plus indulgent avec Total qu'avec l'État. C'est pas. Enfin, moi, je veux bien qu'on me prenne 60% de taxes, mais pour voir des éoliennes à l'arrêt,
pour voir des bornes électriques qui fonctionnent pas, parce que c'est souvent, hein, je le vois sur les autoroutes. Hein. Bornes électriques, pas de recharge électrique dans 60 km. Voilà, tu te dis, ouais, comment on va faire? Peu de bornes et parfois d'ailleurs pas forcément toutes en état de marche. Nicolas, je voudrais que François Gémen puisse réagir à votre témoignage. Alors, on peut évidemment dire plein de choses sur la manière dont l'État utilise et dépense son budget, mais il faut rappeler que les investissements, que ce soit dans les renouvelables, on parlait des éoliennes, ou que ce soit dans les bornes de recharge électrique, ce sont des investissements privés. Et c'est vrai que pour le moment, et je comprends très bien le souci sur les bornes de recharge électrique, on est en retard et donc il faut passer à la vitesse grand V. C'est là aussi évidemment qu'il y a un intérêt à ce que cet argent soit réinvesti et notamment effectivement pour faire la transition du parc automobile qui reste encore largement un parc thermique aujourd'hui vers un parc électrique. Mais pour que cette transition se fasse, il faut évidemment que toutes les zones soient équipées, non seulement les stations-service, mais aussi je pense aux zones rurales et semi-rurales qui sont moins bien équipées en bornes de recharge électrique. Et c'est ça qui empêche les gens évidemment de changer de véhicule. François Gémen, la colère des agriculteurs a abouti quand même, on le voit bien, à une prise de distance vis-à-vis des exigences écologiques qui aujourd'hui apparaissent comme une trop grande contrainte, trop lourde, presque oppressante pour les agriculteurs. Est-ce que c'est acceptable à vos yeux ? Je pense que c'est une erreur qu'on fait sur le moyen et sur le long terme en réalité, que c'est un emplâtre sur une jambe de bois et que le vrai problème des agriculteurs, c'est au fond un problème de revenus, le fait que beaucoup ne parviennent pas à gagner suffisamment d'argent à partir de leur travail et qu'il y a moyen de diversifier les sources de revenus des agriculteurs, notamment en faisant les piliers de la transition écologique, en rémunérant par exemple le carbone qui est stocké dans les sols, en leur permettant d'installer plus facilement des panneaux photovoltaïques sur certaines parcelles. On peut diversifier le revenu des agriculteurs et je crois que l'idée d'opposer l'agriculture et l'écologie, c'est une erreur fondamentale et pour l'écologie et pour les agriculteurs, alors qu'ils peuvent justement devenir un des piliers de la transition. Mais simplement, et c'est vrai pour tous les sujets, il faut arrêter de voir tout ça comme une contrainte et voir comment on peut en faire un projet qui est dans l'intérêt des gens. Et je trouve d'ailleurs particulièrement intéressant, François Gémen, le rapport que vous avez à ce bénéfice de Total, qui n'est pas un rapport immédiatement punitif, qui n'est pas l'idée qu'il faudrait taxer, mais plutôt les encourager à eux-mêmes être acteurs de cette transition. Et je pense que c'est dans l'intérêt et de l'entreprise et de tous les Français sur le long terme, parce qu'il faut dire aussi que si Total fait de tellement gros bénéfices, c'est que Total résiste mieux que ses concurrents. Le bénéfice de Shell, par exemple, est divisé par 2. Chez les autres majors pétroliers, ça ne va pas très bien non plus, parce qu'ils n'ont pas aussi suffisamment diversifié leurs énergies. Au fond, de ce point de vue-là, c'est le reflet d'une certaine vertu de la part de Total pour vous. Bien entendu, le problème, c'est que maintenant, il faut accélérer, aller beaucoup plus vite et sortir des investissements dans le pétrole et le gaz. Et là, on a un vrai problème de fiscalité, mais qui dépasse évidemment Total. C'est là où l'idée du président d'avoir des taux d'intérêt différenciés sur les investissements dans le carbone, dans les énergies fossiles et dans les investissements décarbonés est à mon avis une bonne idée. Évidemment, ça dépasse un peu Total. Merci beaucoup François Gémen et merci à Nicolas d'être passé par le 32-16. François Gémen, je rappelle que vous êtes professeur à HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et auteur des rapports du GIEC. 7h49.